Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, durant une heure, pour ce second webinaire co-organisé par Centre Info et la coordination française de l'année européenne des compétences. Compétences et savoir-faire seront toujours au cœur des débats actuellement. Pour cela sont de nouveau à mes côtés Monsieur Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, mais également coordinateur de l'année européenne des compétences, ainsi que Madame Marianne de Brunhoff, coordinatrice adjointe de cette même année européenne des compétences. Vous le savez maintenant, 2023 a été choisi par la Commission européenne pour être l'année des compétences. Ce dispositif, qui se terminera le 8 mai prochain, en 2024, vise à donner un nouvel élan aux apprentissages tout au long de la vie. Nous allons évoquer l'actualité relative à cette année, ce qui s'est passé depuis le premier webinaire, entendre des témoignages sur des projets, des événements en cours ou en tout cas programmés. Ce sujet des compétences couvre un spectre très large, comme en témoigne la tenue de différents événements au cours de cette année. Ainsi, j'en évoquerai quelques-uns comme l'édition 2023 des Erasmus Days, qui se sont pleinement inscrits au cœur de l'année européenne des compétences. Cette semaine, non seulement, on y reviendra dans un instant, c'est la semaine européenne des compétences professionnelles, mais c'est également la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Comment ne pas mentionner, bien entendu, le fait que dans 10 mois, en septembre 2024, la France accueillera la finale mondiale de la compétition World Skills à Lyon. 1500 jeunes seront présents, venus du monde entier, afin de présenter leur métier, défendre leur pays. Cet événement sera une véritable vitrine pour plus de 60 métiers en compétition, mais également pour la voie professionnelle et l'apprentissage, qui porte bien entendu sur l'acquisition des compétences. Les compétences sont donc au cœur de toute stratégie formation, mais pas que. L'un des intervenants à venir nous précisera pourquoi la formation n'est pas le seul sujet, le seul thème à évoquer les compétences. En tout cas, merci d'être présents à nouveau aussi nombreux, puisque nous atteignons les 900 personnes inscrites à suivre en direct ou en replay ce webinaire dédié aux compétences. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire du chat. Les questions les plus récurrentes me parviendront pour que je puisse les poser à nos intervenants. Plusieurs temps sont prévus, plusieurs intervenants avec qui je discuterai au cours de cette heure, à un rythme soutenu, encore une fois. Donc sans plus tarder, je me tourne vers Madame Pascale Romanteau, directrice générale de Centre Info. Madame Romanteau, vous nous l'avez déjà précisé lors du premier webinaire, Centre Info a décidé de s'associer à la coordination française de l'année européenne des compétences. Nous allons revenir aujourd'hui sur le sujet des compétences, à travers des témoignages relatifs aux actions des différents acteurs de ce qu'on appelle le champ EFOP, emploi, formation, orientation professionnelle. En quoi Centre Info se reconnaît dans ce thème des compétences ? Et donc pour ce troisième webinaire sur l'année européenne des compétences, le deuxième effectivement auquel Centre Info a la chance d'être associé à la coordination nationale, effectivement, il me paraît opportun de rappeler toutes les actions et l'ambition de l'Europe sur le champ des compétences, mais aussi tous les travaux de fond effectivement que l'Europe mène et qui concourent à sa politique de valorisation des compétences, politique qu'elle-même de longue date et avec plusieurs outils, à disposition. On a bien sûr tous en tête, et vous l'avez cité, le célébrissime programme Erasmus+, outil effectivement de mobilité des étudiants et des enseignants, on le sait tous. Mais aussi, et ça on le sait moins effectivement, moins des apprentis et des actifs, parce que eux aussi sont concernés. Centre Info d'ailleurs s'applique à le promouvoir auprès de tous les publics concernés, de l'ensemble des acteurs. Nous avons à ce titre un partenariat avec l'agence Erasmus+, je vais être techno pendant une petite seconde, Éducation Formation France et l'association Euro Happy Mobility. On le connaît sans doute moins, c'est vrai qu'il est un peu plus discret, effectivement. Il y a des travaux aussi du groupe sur la formation des adultes, à savoir ce qu'on appelle l'agenda européen pour l'éducation et la formation des adultes, l'AEFA.
qui s'inscrit dans la stratégie européenne des compétences et dont Centrinfo est partie prenante. Ce dispositif favorise l'accès des adultes peu qualifiés à la formation et participe du même engagement de l'Union en faveur de la formation et du développement des compétences de tous. Mais c'est sans doute la première fois qu'une année entière est ainsi dédiée au thème des compétences. Même si on sait effectivement, surtout à Centrinfo, que le thème est porté de longue date et avec une certaine ambition, effectivement, comme priorité au niveau de l'Europe. Cette année nous donnera aussi l'occasion de savoir ce que nos partenaires font en la matière, nos partenaires européens, et de promouvoir, avec un peu de chauvinisme, non, ce que nous-mêmes nous faisons en termes de dispositifs et de programmes. Vous trouverez, je vais faire un peu de promotion sur le site de Centrinfo, nous avons créé une page spécifique sur l'année européenne des compétences. Vous y retrouvez notamment les webinaires précédents et dans quelques jours ce webinaire-ci. Vous y trouverez aussi effectivement d'autres actions portées par l'Europe ou réalisées par l'Europe. Je suis à titre personnel convaincu que l'enrichissement des compétences professionnelles est pertinent dans de nombreuses situations. Ça va de l'évolution en interne au sein d'une entreprise. Je me forme effectivement pour changer de fonction ou d'emploi, pour obtenir un nouvel emploi, ou dans un projet effectivement de développement personnel. L'acquisition ou le développement des compétences est un véritable enjeu en termes de savoir-faire et de savoir-être, donc une valeur ajoutée pour l'individu et bien sûr pour toutes les entreprises. Parler des compétences, que vous allez le faire cet après-midi, c'est l'affaire de tous en fait. Je l'ai dit, cela concerne les entreprises et bien entendu toutes les personnes. Cela va de compétences très techniques ou académiques jusqu'à ce qu'on qualifie à l'autre bout du spectre les compétences dites de base pour lutter contre l'illettrisme, l'électronisme, etc. Mais tout de suite, pour évoquer les sujets, je vous cède bien volontiers la parole pour donner un peu de cœur et d'âme effectivement à tous ces dispositifs qui peuvent paraître pour certains un peu technocratiques. Merci Madame Romanteau pour ces propos d'introduction. En effet, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et je me tourne vers vous, Monsieur Gâteau. Je le rappelle, vous êtes le coordinateur de l'année européenne pour la France. Vous avez partagé avec nous lors du premier webinaire les 4 objectifs de cette année européenne. Et tout d'abord, une première question. Il reste maintenant 7 mois d'existence puisque, comme je l'ai indiqué, l'année va s'arrêter en mai 2024. Pouvez-vous nous indiquer où l'on en est à l'heure actuelle et ce que vous attendez pour la France en particulier? Alors, vous avez complètement raison, Régis, de dire que même si elle s'appelle une année européenne pour les compétences, elle ne s'arrêtera pas le 31 décembre. Elle a commencé en mai, elle finira en mai de l'année prochaine. Ça nous laisse du temps, on n'est même pas encore à la moitié. L'objectif est vraiment de saisir cette année comme une opportunité pour mettre plus fortement en avant ces sujets des compétences, de la formation bien sûr, qui est un élément central dans l'acquisition des compétences, mais pas que, et on parlera tout à l'heure d'autres types de dispositifs ou d'actions qui existent chez nous en France et qui contribuent finalement au développement des compétences d'une autre façon. Donc on a cette opportunité avec l'année européenne. C'est l'occasion aussi dans chaque État de construire des temps forts autour de ce sujet pour prendre des initiatives, intensifier le dialogue, par exemple entre les partenaires sociaux, ou entre l'État et les partenaires sociaux autour de cette thématique. Et c'est ce qui arrivera également en France. Vous avez rappelé les 4 objectifs. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est le résultat d'un travail qui a aligné, dans le fond, les États membres, le Conseil européen, et nous sommes 27, qui ont dû converger sur des objectifs, la Commission européenne et le Parlement européen, qui a validé ces 4 objectifs. Donc, nous avons finalement une feuille de route, ou en tout cas un accord sur les objectifs. Après, nous avons des façons différentes de faire, mais voilà, dans le fait d'investir davantage dans le développement des compétences et d'accélérer cet investissement dans les compétences, parce que c'est un enjeu clé de la compétitivité et de la souveraineté économique européenne, de le faire pour répondre aux besoins du marché du travail. Et là, les entreprises et les partenaires sociaux sont essentiels pour définir ce que sont ces besoins, mais aussi de le faire en répondant aux aspirations des citoyens, parce que former des gens
à des métiers qu'ils n'ont pas envie de faire et dans lesquels ils ne resteront pas, ça n'est pas un investissement rentable, si je puis dire. Donc nous avons bien sûr à prendre en compte ces aspirations, et elles changent dans les jeunes générations et dans les plus anciennes. Et puis aussi d'attirer finalement en Europe des compétences dont nous avons besoin venant de pays tiers ou de pays extérieurs à l'espace économique européen. Madame de Brunoff, on le sait, cette année européenne, c'est également l'objectif de déposer des projets, demander un label Année européenne des compétences, des projets qui sont déposés sur la plateforme managée par la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces projets? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a atteint les objectifs que se fixe peut-être l'année la Commission européenne ou même vous au niveau de la France? Alors, on en est à l'heure actuelle à 1300 projets labellisés depuis le début de l'année européenne des compétences, et projets à venir d'ici la fin de cette année en mai 2024. C'est sur l'ensemble du territoire européen. Là-dessus, 4 pays représentent le tiers des projets actuellement labellisés. C'est la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne qui sont parmi les poids lourds. Alors, les thématiques françaises sur nos 84 événements labellisés à ce jour, c'est d'une part la transition verte, la transition numérique, qui représente un quart des projets français. C'est également la mobilité professionnelle en Europe qui regroupe une dizaine d'événements aujourd'hui. Et puis on a d'autres thématiques sur l'emploi des seniors, l'emploi des publics vulnérables. Et c'est pour ça qu'on parlera tout à l'heure de l'événement illectronisme et illettrisme. Ces thématiques-là, elles répondent aux priorités fixées pour l'année européenne qui étaient ancré sur transition verte et transition numérique. Mais ça montre aussi, si on jette un coup d'œil sur nos voisins, que le thème de la formation et de la formation tout au long de la vie et pour tous les publics est quelque chose de tout à fait transversal aujourd'hui. Merci. Monsieur Gâteau, donc on l'a évoqué, cela fait 4 mois que l'année a commencé, cette année européenne. Quels ont été les éléments marquants jusqu'à présent? Vous aviez évoqué lors du premier webinaire une réunion des coordinateurs. Est-ce que les choses ont changé? Dans quel sens va-t-on? Alors, effectivement, un des aspects et des intérêts de cette année européenne, c'est d'intensifier les échanges finalement entre les États membres autour de leur expérience propre. Et nous avons déjà eu 3 réunions des coordinateurs nationaux. Il y en a une 4e qui est prévue dans quelques semaines. C'est l'occasion finalement de voir 2 choses. Je pense une grande convergence sur les problématiques auxquelles on a à faire face, des tensions, des difficultés de recrutement, une évolution démographique qui tend à réduire finalement la population active, ou en tout cas chez nous, réduire la croissance de la population active, mais dans un certain nombre d'États, c'est même une croissance négative dans laquelle elles sont engagées au plan démographique. C'est bien sûr les enjeux de la transition énergétique et de la transition écologique et de la transition numérique. Donc finalement, on voit qu'on est un peu confronté, que les entreprises comme les actifs sont confrontés dans tous nos États à des problématiques similaires. Et puis dans les réponses, là c'est intéressant parce qu'on confronte des cultures, des pratiques, des cadres légaux et réglementaires, du poids relatif des acteurs, partenaires sociaux, États, etc., Länder ou régions, qui sont différents entre ces États. Donc convergence sur les objectifs, différence dans les moyens, et c'est là tout l'intérêt d'échanger finalement, de témoigner des expériences. Je dirais que sur les 3 premiers objectifs, voilà, tout le monde développe un peu, en tout cas, des réponses et cherche des réponses et des leviers d'action pour satisfaire ces 3 objectifs. Sur le 4e, qui est la capacité à attirer sur le sol européen des compétences venues de pays tiers, là, je dirais que les choses sont un peu plus clivées, si je puis dire. Certains États sont très allants
sur cette problématique et très offensifs, même pour vanter une attractivité européenne ou l'attractivité de leur territoire. C'est le cas de nos voisins allemands typiquement. D'autres pays dans lesquels la France serait volontiers rangée sont plus réservés, pour ne pas dire réticents, à ce type d'initiative. Merci. Madame de Brunoff, vous avez assisté récemment à une conférence européenne qui s'est tenue à Barcelone, dans le cadre de la présidence de l'Union européenne, bien entendu. Est-ce qu'on est sur des points convergents? Quels ont été les points clés de cet événement, notamment en matière de compétences? Alors, d'une part, les points que nous avons déjà évoqués, l'importance de l'acquisition de ces compétences, du maintien de ces compétences pour ceux qui sont en emploi, d'aller vers des compétences qui permettent d'occuper les nouveaux emplois, de faire ce pontage en quelque sorte entre emplois appelés à disparaître et nouveaux emplois, d'une part. Il a été, en complément de ce qu'on a dit, rappelé l'importance de la formation pour tous et pas seulement pour les plus qualifiés aujourd'hui, et l'importance aussi du dialogue social, indispensable point d'appui à ces démarches de formation, la nécessaire implication des entreprises et des salariés dans cette démarche-là, sans oublier aussi, ça a été rappelé, que les compétences devaient s'appuyer et nourrir des emplois de qualité et en termes d'organisation, de conditions de travail et de rémunération. Merci. On voit donc que, en fait, l'ensemble des pays de l'Union européenne vont dans le même sens. Ils ont des thématiques communes et des attentes par rapport au développement et l'acquisition de nouvelles compétences. Une dernière question peut-être à vous deux en même temps. D'autres événements, je l'ai déjà indiqué, existent au cours de cette année. Certains seront évoqués dans quelques minutes, et notamment la semaine européenne des compétences professionnelles. Quel lien ou quelle différence peut-être entre tous ces événements que l'on voit apparaître au cours de l'année, qui parlent peut-être d'un sujet identique, à savoir les compétences? Comment tout cela fonctionne? Pourquoi une semaine européenne des compétences professionnelles au cours de l'année européenne des compétences? Ouais. L'idée qu'on a eue, c'était de montrer la cohérence d'ensemble de la démarche. C'est que l'année européenne des compétences ne vienne pas se superposer hors sol à tout ce qui existait déjà, mais s'appuie sur les dispositifs, les événements en place, contribue à leur rayonnement, inscrit tout ça dans une logique d'amélioration des compétences. Et c'était le cas pour cette semaine européenne des compétences professionnelles. Oui, c'est important. On s'appuie sur des initiatives, des actions qui, sans doute, auraient été menées indépendamment de l'année européenne, évidemment, et c'est très bien. Il y a aussi l'idée d'amener aussi des actions en plus-value, on va dire, qui n'auraient peut-être pas existé sans cette année européenne. Et ce sera le cas d'un temps fort que le ministre du Travail et la ministre déléguée chargée de l'enseignement professionnel et de la formation professionnelle vont organiser ensemble au CESE le 11 décembre, qui sera un événement à dimension européenne, mais où on aura aussi beaucoup d'acteurs français, évidemment, qui témoigneront aussi, autour d'un intitulé qui décrit assez bien, je pense, l'enjeu du moment, qui est l'avenir du travail et la souveraineté européenne des compétences. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans un travail qui change avec un objectif de souveraineté européenne des compétences? Donc autour de cette thématique, le 11 décembre, on aura beaucoup d'acteurs européens et français qui viendront échanger. Ça se passera au CESE l'après-midi du 11 décembre. Certains d'entre vous ont sans doute déjà reçu une invitation, et pour les autres, il y aura certainement la possibilité de suivre en ligne cet événement. Merci donc pour ce point d'actualité. Rendez-vous est donc pris pour le 11 décembre. Regardez bien vos courriels et vos courriers pour recevoir cette invitation. Je me tourne maintenant vers Madame Cécile Jahan. Vous représentez donc l'AFPA, vous êtes directrice de la pédagogie, de l'accompagnement et des usages numériques.
On vient de l'évoquer, ce webinaire se déroule lors de la Semaine européenne des compétences professionnelles. Quelle place, quel rôle de l'AFPA pour cette semaine, mais peut-être auparavant, quel regard et quelle stratégie en matière de compétences de la part de l'AFPA? Oui, merci. Alors effectivement, la question des compétences pour l'AFPA est une question essentielle puisque c'est au cœur de son modèle pédagogique. Donc un modèle pédagogique qui repose sur l'approche par compétences, les compétences techniques bien sûr, métiers, mais aussi les compétences transversales qui sont fondamentales parce qu'elles sont structurantes pour précisément ce qui vient d'être évoqué, la mobilité professionnelle, l'évolution dans l'emploi et puis l'employabilité finalement. Donc les compétences transversales sont inscrites dans les programmes de formation, elles sont incluses dans les pratiques pédagogiques et pour nous elles sont aussi finalement garantes d'amener aux apprenants une autonomie. Donc c'est un sujet qui est fondamental et qui structure tout le modèle pédagogique de l'AFPA. Sur l'implication de l'AFPA quant à la Semaine européenne des compétences professionnelles, donc l'AFPA a été point de contact, c'est-à-dire qu'elle assure la promotion de cet événement. Donc elle a conduit des actions en direction de la presse nationale, de la presse spécialisée. Elle a aussi beaucoup communiqué au travers de ses réseaux sociaux institutionnels, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter. Et puis l'intérêt de cette promotion, c'était donc de faire connaître cette initiative de l'Union européenne auprès de l'écosystème de la formation professionnelle français, et puis aussi d'inciter les personnes, les organismes de formation à référencer leurs actions sur le site de référencement. Et puis l'AFPA elle-même a poussé un certain nombre d'événements, des actions donc, qui ont été développées au niveau régional, dans les centres AFPA et aussi au niveau national. Donc je vais donner quelques exemples pour illustrer. Au niveau régional, par exemple en Occitanie, un escape game a été proposé et déployé au centre de Rieswald. Donc un escape game qui portait sur la citoyenneté européenne. Donc c'est une manière ludique et engageante d'amener des apprenants à découvrir les valeurs de l'Union européenne, les institutions, les dates clés. Et donc cet escape game a été proposé bien sûr aux stagiaires, mais pas que, aux salariés aussi de l'AFPA. Un autre exemple que je vais mettre en lumière, c'est la valorisation d'un projet européen qui s'appelle Life Foster, qui portait sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et qui a donné lieu, par exemple, à une participation de stagiaires à un hackathon donc, qui s'est tenu en Italie, ou encore à la création d'un MOOC dédié sur ces questions de gaspillage alimentaire. Et vous voyez là qu'on entre bien dans les problématiques de transition écologique qui ont été citées tout à l'heure. Et puis enfin, je vais donner un dernier exemple donc, qui s'est déroulé en 2022. Voilà, la valorisation d'un des incubateurs de l'AFPA. Donc, les incubateurs sont des dispositifs qui mettent en avant des compétences d'avenir, qui sont observées sur le marché de l'emploi, qui répondent à des besoins d'entreprise. Et donc, c'est un dispositif de formation qui part de l'analyse du travail et qui propose à des personnes de s'engager dans ces formations qui sont projetées vers l'avenir. Et donc, un en particulier a été valorisé dans le cadre de cette semaine européenne, celui donc ouvrier du génie écologique. Et un webinaire dédié a été proposé à ce moment-là. Voilà pour quelques exemples de projets engagés par l'AFPA. Merci pour ces exemples. Et une première question que je vois apparaître sur l'écran, qui s'adresse aussi bien à vous, mais aux représentants de la coordination française. On entend parler à travers les projets ou même les sujets de l'année européenne et de la semaine européenne. On entend souvent citer les jeunes. Y a-t-il aussi un focus ou une thématique qui concerne les seniors, que ce soit la formation, l'emploi, comment les choses sont-elles perçues et qu'est-ce qui est prévu en la matière? Du côté de la coordination peut-être? Alors, bien sûr, on parle des jeunes et là, on a en France une sensibilité particulière à cette question liée au fait que, vous le savez, en France, on a eu longtemps un taux de chômage des jeunes nettement plus élevé que celui de la moyenne européenne. On est en train de réduire cet écart. On voit les progrès très significatifs qui ont été réalisés ces dernières années dans le développement de l'apprentissage, donc un levier privilégié d'acquisition des compétences pour ces jeunes. Mais vous avez raison de le souligner, ce n'est pas une année que consacré au développement des compétences chez les jeunes, c'est tout au long de la vie et c'est aussi chez les seniors. Et dans les événements inscrits au titre de l'année européenne, il y en a un dont je peux parler parce que nous, l'APEC, nous étions à l'origine de son organisation, qu'on a un événement qu'on a appelé Élan Senior, qui s'est tenu dans 3 régions
dans 3 villes de région avant l'été et à Paris au mois de septembre, et qui était précisément autour de la question comment changer de regard sur les seniors dans les entreprises pour mieux considérer des compétences qu'aujourd'hui on néglige pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les compétences et l'expérience de ces salariés, mais avec leur âge. Donc nous avons aussi, en France particulièrement, pas seulement en France, mais en France particulièrement, à nous poser des questions de savoir comment mieux valoriser et utiliser des compétences qui sont là et qu'aujourd'hui on a tendance à négliger du côté des seniors. Merci. Du côté de l'AFPA, même question, jeunes, seniors? Alors les dispositifs et les exemples que j'ai cités s'adressent à tous les publics de l'AFPA, jeunes et moins jeunes, les plus éloignés de l'emploi. Et pour les personnes seniors ou experts, évidemment, il y a aussi des programmes d'accompagnement qui sont déployés au sein de l'AFPA et qui finalement travaillent l'effet miroir de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la déconstruction des représentations chez les personnes elles-mêmes pour qu'elles osent aller vers des métiers où elles ne pensaient pas aller. Et puis aussi, nous travaillons avec ces personnes les questions de mixité, donc les représentations de genre, mais qui sont aussi très prégnantes chez les experts. Et donc de dire, vous êtes une femme d'un certain âge, avec une certaine expérience, projetez-vous vers ce métier qui est recherché sur votre territoire. Donc des actions assez ciblées sont mises en place et s'inscrivent dans le cadre de nos dispositifs d'accompagnement. Merci Madame Jahan, je reviendrai vers vous dans quelques instants pour un second témoignage, donc vous restez à nos côtés. Je me tourne maintenant vers Madame Serena Rosa. Vous êtes chef adjointe à la formation professionnelle et à l'apprentissage à la DARES. Je le rappelle, c'est la direction auprès du ministère du Travail qui produit en tout cas des analyses et des études sur différents thèmes comme le travail, la formation professionnelle. Ces études et enquêtes sont produites régulièrement. Vous contribuez également au niveau de la DARES à des enquêtes de la même manière au niveau européen, donc des travaux européens, dont certains sont en cours de réalisation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, même s'ils sont en cours? Je ne sais pas jusqu'où vous pourrez aller, mais quelles sont ces enquêtes et quels sont les sujets traités à l'heure actuelle au niveau européen? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, nous avons plusieurs travaux en cours sur le sujet de la formation professionnelle et de l'alternance. Il y a beaucoup d'enquêtes, mais peut-être les plus intéressantes que je peux vous citer, c'est notamment l'enquête formation tout au long de la vie. C'est une enquête qui permet de mesurer la participation des adultes à la formation professionnelle. Et c'est une enquête européenne, et c'est grâce à cette enquête avec laquelle nous pourrons mesurer le taux de participation des adultes en France, donc pouvoir mesurer les objectifs de Porto. Alors, pour rappel, les objectifs de Porto, l'idée c'est que d'ici 2030, 60% des adultes doivent avoir accès chaque année à la formation professionnelle. On a un point de comparaison, un point de départ qui est 2016. La dernière fois où on a réalisé cette enquête, on était à 51%. Et donc, l'année dernière, on a mené une nouvelle vague d'enquêtes pour essayer de voir quelles sont les évolutions à mi-chemin. Voilà, donc nous travaillons actuellement sur les données et les résultats seront publiés d'ici la fin d'année ou le premier trimestre 2024. Et une autre enquête, pas uniquement européenne, mais vraiment plus internationale que je peux vous citer, c'est l'enquête PIAC. Donc c'est une enquête qui a comme objectif de mesurer les compétences des bases des adultes. Quand je parle des compétences des bases, on parle de compétences en littératie, en numératie, en résolution de problèmes, qui sont des compétences qui sont indispensables à la fois dans la vie professionnelle, mais aussi dans les parcours personnels. Et donc c'est une enquête pilotée par le CDE, dans laquelle plus de 30 pays participent. Et également, c'est une enquête qui est en cours. Les résultats sont prévus pour un peu plus tard, fin de l'année 2024. Merci. Pour les enquêtes maintenant plus franco-françaises, je vais dire, on dispose de quelques chiffres, puisque les enquêtes ont été menées à terme en 2022, voire début 2023, notamment une enquête sur la formation dans l'entreprise, la formation des salariés. Quels sont donc les derniers constats? Je crois qu'on a une diapositive, on peut peut-être l'afficher avec ces chiffres. Oui, alors effectivement, on mène aussi des enquêtes auprès des entreprises pour essayer de mesurer le taux d'accès à la formation professionnelle des salariés.
On est ici sur un concept plus restreint que le concept européen des objectifs de Porto. On est uniquement sur de la formation formalisée de type cours et stage. Donc, ce qu'on voit en 2021, c'est qu'à peu près 4 salariés sur 10 ont accès à la formation professionnelle. On est sur les entreprises du secteur privé et effectivement, du coup, sur une formation très, très formalisée. Si on se recentre sur un périmètre plus réduit, qui est un périmètre plus européen, parce que cette enquête française est un peu l'héritage d'une enquête européenne qui existe depuis les années 90. Donc, si on se recentre aux entreprises des 10 salariés et plus sur les secteurs privés non marchands, on peut avoir une évolution dans le temps. Donc là, on est plus sur 5 salariés sur 10 qui accèdent à la formation professionnelle, ce qui est un léger hausse par rapport à la dernière fois qu'on avait mesuré l'indicateur en 2015. Merci. Et peut-être une dernière question sur ces chiffres en matière d'enquête et de travaux menés par la DARES. Un dispositif important en France, le compte personnel de formation, le CPF. Vous disposez justement d'un focus particulier pour le recours au compte personnel. Quels sont les éléments clés là aussi ? Oui, alors effectivement, nous suivons le dispositif. Donc, ce qu'on voit en 2022, on peut constater qu'il y a eu 1,8 million de formations qui ont été suivies grâce au CPF, ce qui est un indicateur plutôt en baisse par rapport à 2021. Notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions réglementaires, comme la mise en place de France Connect Plus. Donc, on voit que à la fois les formations sont en baisse et le nombre d'utilisateurs aussi. Mais la chose intéressante, c'est que la part des ouvriers ou des utilisateurs moins qualifiés augmente. Donc, c'est un dispositif qui est utilisé par ces publics-là, qui ont moins accès à la formation professionnelle de façon générale. Et on voit que 30% des utilisateurs sont des demandeurs d'emploi. Donc, c'est également intéressant. Ce qu'on peut dire juste sur le type de formations qui sont suivies, une quart des formations suivies sont dans le domaine du transport, notamment le permis B. On a aussi une hausse des formations de type création d'entreprise, des formations de la bureautique. Et on voit aussi une évolution dans les modes d'enseignement des formations parce que la majorité des formations en CPF se font à distance. C'est une évolution importante des méthodes d'enseignement dans la formation professionnelle. Ça s'explique peut-être par la suite de cette période que l'on a traversée avec le Covid et les formations qui se sont développées à distance. Merci en tout cas pour ces éléments. On le voit, les compétences, ce sont des stratégies, ce sont des politiques qui sont portées ou menées. Il est nécessaire de faire cet état des lieux de temps en temps, de voir l'impact et l'importance de l'augmentation de l'acquisition des compétences, du développement de celles-ci, comment cela bénéficie à des personnes et notamment s'assurer que chaque citoyen français a accès à la formation et à cette possibilité de développer des compétences ou d'en acquérir. Sans transition, nous passons à la seconde période de ce webinaire en partageant avec vous des témoignages et expériences en lien avec notre sujet principal, celui des compétences. Et tout d'abord, nous retrouvons donc Madame Cécile Jehan, qui, je le rappelle, est directrice de la pédagogie, de l'accompagnement, des usages numériques à l'AFPA. Vous allez apporter un témoignage sur le sujet de l'acquisition des compétences grâce à la FEST, notamment, et plus particulièrement avec l'entreprise Coroll, célèbre pour la fabrication des poupées. 2 mois de Noël, cela tombe bien. On regarde donc cette vidéo et on se retrouve juste après. J'ai eu connaissance de ce dispositif dans le cadre d'un recrutement. L'idée, en fait, c'était de penser au remplacement de Sophie, enfin, le docteur Sophie, qui prendra sa retraite d'ici quelques années. Je suis rentrée en 84, l'usine c'était de la production, donc j'ai fait toutes les étapes de l'habillage au fardage, à monter des yeux, à coudre des dos, et ensuite en 1998 on a instauré la clinique.
Et là, ça m'a été donc attribué par rapport à mon savoir-faire de plusieurs machines. La configuration du poste sur ce transfert de connaissances de Sophie vers Aurore, ça semblait intéressant effectivement et plutôt bien appliqué pour ce cas-là, pour mettre en place la FEST qui permettait de cadrer précisément effectivement la démarche de formation. Sophie, c'est en fait c'est la partie SAV, mais c'est aussi la partie clinique. Et on avait aussi besoin en termes de compétences, j'ai besoin d'expliquer un petit peu ce que la personne faisait tous les jours dans son quotidien, de façon à ce que dans le descriptif de la mission, en fait, il n'y ait pas de manqué. Et effectivement, donc horaire a été proposé par Adecco, et ce qui ensuite, nous, on est intervenu pour mettre en place la FEST et accompagner Aurore sur ce poste. J'étais à la recherche d'un emploi depuis au moins 1 an. Ce qui m'a le plus plu pour intégrer cette entreprise, c'est l'originalité du poste, la diversité aussi du poste. Notamment, effectivement, il y a un travail manuel, mais aussi il y a du travail administratif. Et en fait, l'idée, c'était de trouver en fait cette super combinaison entre la partie administrative et la partie manutention. Le rôle de l'intervenant AFPA, c'est de faire de l'accompagnement. Donc l'accompagnement, en fait, il démarre dès la mise en place de la FEST par une analyse de travail. Ils nous ont exposé comment ça allait se passer. Ensuite, il est venu ici regarder tous les postes de travail. La personne de l'AFPA va en fait nous dérouler un cadre pédagogique que nous n'avions pas jusqu'à présent. En fait, ça va être le fil conducteur de la formation. Une personne qui va un peu personnifier la méthode et la pédagogie, et ce qui permet aussi de travailler intense sur ces 3 semaines-là sur 2 rendez-vous, de permet de bien cadrer en fin de compte les objectifs qui vont être ensuite appliqués pendant la période d'apprentissage de la FEST. On la forme aussi sur ce qu'on appelle des séquences réflexives. Alors, pour synthétiser, pour schématiser un petit peu, une séquence réflexive, c'est une série de questions sur lesquelles l'apprenant devra passer pour pouvoir maîtriser les différents gestes professionnels, les différents actes métiers qu'il a à faire pendant sa formation. En fait, ce que je fais, c'est que je lui explique comment on fonctionne et je lui demande si elle a bien compris et qu'elle me dise la raison pour laquelle elle fait les choses que je lui dis, si ça lui paraît sensé ou si ce que je lui dis, elle comprend pas et qu'il faut que j'explique différemment, et ensuite on s'accorde toutes les deux. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en place une réflexion pour pouvoir améliorer sa pratique et ce qui permet de bien intégrer, de mieux intégrer les apprentissages. Le fait d'apprendre directement en entreprise plutôt qu'en formation, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus formateur, je trouve, parce que du coup on est directement mis en situation et c'est plus facile d'apprendre, en tout cas pour ma part, que devant un ordinateur ou devant un bouquin. Grand témoignage donc autour de cette AFEST. Je rappelle l'action de formation en situation de travail, une nouvelle forme reconnue par la législation française dans le cadre de la définition des actions de formation. On vient de l'entendre, Madame Jahan, plusieurs intervenants au cours de cette vidéo, Pôle emploi, l'entreprise, mais nous reviendrons sur cet acteur au cours d'une seconde question. Mais tout d'abord, on entend dans cette vidéo que l'intervenant ou le référent AFPA est le fil conducteur de la formation. Malgré tous ces acteurs, c'est le référent reste cet intervenant AFPA. Pouvez-vous nous préciser quel rôle l'AFPA joue dans le cadre de la FEST? Est-ce une nouvelle activité réellement pour l'AFPA ou est-ce que c'est dans la continuité de l'organisme? Alors c'est pleinement dans la continuité de l'organisme, puisque là aussi l'AFPA est très mobilisée sur l'analyse du travail, puisqu'elle réalise les référentiels emploi pour le compte de l'État, et la FEST c'est une analyse du travail, c'est une analyse même du poste de travail. Donc en fait, le rôle de l'AFPA dans ce dispositif, c'est d'abord une intervention sur le volet ingénierie. Donc le référent va dans l'entreprise, pose un diagnostic, regarde si les conditions sont réunies pour réaliser une AFEST, donc regarde par exemple si le droit à l'erreur est possible, si une personne peut être mobilisée, donc le tuteur en entreprise, pour accompagner l'apprenant.
Donc fait en fait une analyse de la situation de travail, et puis le livrable de cette première étape, c'est un plan individuel de formation, et donc c'est le référent AFPA qui le fait en partenariat avec l'entreprise et l'apprenant. Il y a aussi dans cette étape cruciale le positionnement de l'apprenant, d'où il part, quelles sont déjà ses compétences embarquées, et puis le positionnement aussi du tuteur, puisqu'on apprécie aussi sa compétence pédagogique. Et puis le deuxième champ d'intervention de l'AFPA, c'est l'accompagnement tout au long de la FEST, c'est-à-dire que régulièrement, l'intervenant revient dans l'entreprise et accompagne le tuteur dans sa mission de tuteur, c'est-à-dire qu'il va avec le tuteur faire une analyse de pratique sur des actions pédagogiques. Donc il y a un double accompagnement qui est opéré par l'AFPA pour que la FEST se fasse dans de bonnes conditions, et c'est en même temps un point de repère pour l'apprenant. Avec votre regard de prestataire de formation maintenant, hein, ce qu'est l'AFPA, quels sont, je veux dire, les plus de la FEST dans l'acquisition de compétences, en termes d'acquisition de compétences, notamment par rapport à ces différents acteurs que l'on a vu intervenir au cours de la vidéo? Alors pour l'entreprise, la FEST est un moyen de former au poste de travail. Donc ça permet de faire une employabilité immédiate. Et on l'a vu dans le témoignage, les attentes des entreprises sont finalement montrent des fois des bouquets de compétences assez variés, assez diverses, puisqu'on voit dans l'exemple que la personne elle est formée à la fois à des activités de production, mais aussi des activités administratives. Et donc il n'y a pas forcément derrière un seul référentiel métier. Il y a un ensemble de compétences, mais qui pour cette entreprise doit être rassemblé et pertinent pour qu'il puisse y avoir in fine une embauche. Donc c'est vraiment une modalité très pertinente pour l'entreprise. Elle se fait sur un temps court, en tout cas dans le cadre du dispositif où nous développons la FEST, c'est adossé à des POI ou des AFPR, qui sont des dispositifs de financement que pousse Pôle emploi, ce qui veut dire que l'action de formation ne va pas au-delà de 400 heures, donc on est sur un temps relativement court, et la finalité, c'est une embauche. Dans l'exemple qu'on vient de voir, la personne a été recrutée en CDI à l'issue de son AFEST. Est-ce que ça veut dire que c'est un changement de rôle peut-être de la part de l'entreprise au niveau RH, une répercussion réelle? Oui, parce que l'entreprise prend une fonction d'entreprise formatrice. On évoquait tout à l'heure l'Allemagne, très engagée dans l'année européenne des compétences. On a quelque chose de l'ordre de l'entreprise formatrice, l'entreprise apprenante, ce qui veut dire qu'elle mobilise une personne qui va accompagner une autre personne. Donc pendant ce temps-là, il n'y a pas de production, puisque c'est un temps de formation. Donc ça bouscule aussi les pratiques dans les entreprises, ça bouscule les schémas managériaux et organisationnels. Et puis on a vu dans d'autres entreprises que ça amène des fois l'entreprise à retravailler ses fiches de poste, à activer une sorte de GEPP. Donc vous voyez, c'est très transformant, c'est très structurant, et finalement ça va bien au-delà d'une seule action de formation en situation de travail. Donc, on l'a évoqué, l'entreprise au cœur également de ce dispositif de la FEST. Une question est posée là par les internautes. Est-ce que la FEST ne concerne pas surtout les grandes entreprises? Et est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça fonctionne bien dans les petites entreprises? Et oui, alors c'est le pari que nous avons fait en nous engageant sur la FEST, c'est de toucher les TPE et les PME. Et donc, c'est un pari réussi, puisqu'aujourd'hui, l'AFPA a mis en œuvre presque 700 parcours de formation dans le cadre d'AFEST. Ça touche les 3 secteurs, donc l'industrie, les services aux particuliers et la construction. Et sur ces 700 parcours de formation, presque 70% sont faits pour des TPE et PME. Alors, c'est de l'ingénierie de dentelle, c'est-à-dire que c'est très contextualisé, c'est très adapté au contexte de l'entreprise, au poste de travail à l'intérieur de l'entreprise. Mais c'est tout à fait compatible et adaptable dans un contexte de TPE-PME. Je précise que dans l'exemple qu'on a donné ici et dans les 700 AFES qui sont déployés avec l'AFPA, ce sont des actions pour les demandeurs d'emploi. Et c'est vrai que l'AFEST, au départ, quand l'expérimentation a été lancée, puis inscrite dans la loi de 2018, elle se destinait principalement aux salariés dans le cadre d'une montée en compétences. Là, on est sur des AFES qui s'adressent à des demandeurs d'emploi. Merci pour ce premier témoignage consacré à la FEST et les compétences. Nous a rejoint sur le plateau Monsieur Hervé Fernandez. Vous êtes le directeur de l'ANLCI, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. On parle depuis plusieurs minutes de compétences, de savoir-faire, mais on évoque peu ou pas assez les compétences de base.
Le 13 juin dernier, la NLCI a organisé en partenariat avec le ministère du Travail une journée nationale illettrisme et électronisme au travail, un événement inscrit dans le cadre de l'année européenne des compétences. Cela a permis de revenir sur différents projets, différents outils. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur 2 d'entre eux. Et tout d'abord, le projet Evagile, en appui aux entreprises. De quoi s'agit-il? Comment les entreprises se sont-elles investies? On a une image également qui donne un peu à voir cette campagne 2022 sur la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la journée du 13 juin qui s'est tenue à la Bellevilloise, première coopérative ouvrière, visait à mettre en lumière le problème de l'illettrisme, des compétences de base qui ne sont pas suffisamment maîtrisées. Il y a dans notre pays 2 500 000 personnes qui sont confrontées à ce problème, qui ne maîtrisent pas des compétences de base nécessaires pour être autonomes dans des situations très simples de la vie quotidienne. La moitié de ces personnes sont dans l'emploi. La moitié de ces personnes ont plus de 45 ans. Plus on avance en âge, plus les difficultés augmentent. On voit le défi collectif que nous devons relever. Et donc face à ce défi, eh bien, il faut d'abord briser le tabou, faire connaître le problème de l'illettrisme qui est invisible et expliquer que le coût de l'illettrisme dans les entreprises est supérieur à l'investissement qu'on peut consentir pour le régler. Et donc nous avons choisi avec les partenaires, les OPCO, les partenaires sociaux, les entreprises qui travaillent avec l'agence, d'augmenter notre capacité d'intervention pour prévenir ce problème, bien sûr, mais aussi faire connaître le phénomène à travers un service qu'on a appelé Evagile, qui est un diagnostic en ligne qui permet d'avoir, en répondant à une série de 10-15 questions, d'avoir une connaissance fine du risque que l'entreprise a d'être confrontée au problème de l'illettrisme. Donc en répondant à ce questionnaire, l'entreprise sait si elle a une probabilité d'être confrontée ou pas à ce problème. Donc ce service Evagile permet d'augmenter la prise de conscience. C'est 10 000 entreprises qui ont déjà bénéficié de ce diagnostic. On a souhaité aller au-delà et expérimenter des solutions dans les entreprises. Une dizaine d'entreprises nous ont fait confiance et ont accepté d'être accompagnées par l'Agence de lutte contre l'illettrisme dans leur projet de formation. On les a accompagnés avec des méthodes de co-construction de solutions, des méthodes agiles qui leur ont permis de définir par elles-mêmes leur propre plan d'action. Donc ces entreprises, elles sont de grande taille. Et de petite taille aussi, il y a dans les entreprises Burger King, Disneyland Paris, Sodexo, cette expérimentation a concerné 450 salariés qui ont suivi une formation. Il y a aussi des petites entreprises d'espaces verts et des entreprises à fort impact social, des entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire. Nous avons accompagné ces entreprises plus d'1 an. Elles ont défini un plan d'action, envoyé leurs salariés en formation et nous avons souhaité avec elles voir sur quelle réalité elles butaient pour aborder cette question de l'illettrisme avec leurs salariés, évaluer les compétences de base des salariés, choisir un organisme de formation, accompagner les salariés vers la formation, concevoir des parcours de formation adaptés à leurs difficultés et veiller à ce que les salariés bénéficient d'une augmentation de leurs compétences de base par une évaluation. Donc c'est ce travail qui a été rendu public et les résultats de ce travail qui ont été rendus publics le 13 juin à la Bellevilloise. On a fait le choix de demander le label Année européenne des compétences. Cette journée nationale a été suivie d'autres journées régionales en Guyane, à Cayenne notamment le 5 juillet. C'était aussi une journée labellisée Année européenne des compétences. Et puis on a souhaité mettre en lumière aussi le travail qui est fait avec les apprentis le 7 septembre dernier dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. C'était aussi une journée labellisée Année européenne des compétences. Merci pour ce premier exemple. On voit à l'image qui s'affiche à l'écran une adresse web qui permet d'avoir un peu plus d'informations sur ce projet, evagile.fr. N'hésitez pas à vous connecter pour avoir de plus amples informations. Une seconde question, un second projet présenté lors de cette journée. Un atelier a été consacré à un outil, à la présentation d'un outil que l'on appelle les incontournables. Ce nuancier a été conçu pour qui et dans quel objectif? Alors ce nuancier, il a été conçu au fil de l'expérimentation avec l'ambition de mettre à disposition toute la connaissance emmagasinée
dont ont témoigné les entreprises bénéficiaires de l'expérimentation. Et donc, on a mis à disposition toutes ces connaissances. Alors, ce sont des fiches pratiques. Il y a une centaine de fiches pratiques qui sont accessibles par le QR code et qui propose par exemple un cahier des charges type pour acheter de la formation de base pour ses salariés, qui propose des contenus pour argumenter, expliquer aux partenaires sociaux ce qu'est l'illettrisme, comment installer une solution, qui propose aussi des outils d'évaluation de l'impact de ces formations de base sur l'accès au travail, l'évolution dans le travail. On sait que si on ne maîtrise pas ces compétences de base, eh bien on est empêché pour suivre une formation technique, progresser dans son emploi. C'est un enjeu de sécurité, un enjeu d'évolution dans son métier, un enjeu de qualité aussi de travail, puisque les personnes confrontées à l'illettrisme sont plutôt en situation de stress, elles n'osent pas dire qu'elles ne savent pas, elles ont peur de se tromper, donc il y a un enjeu individuel, un enjeu collectif qui est puissant. Et donc cet outil, les incontournables, c'est le résultat de cette expérimentation, mais sous forme très pratique pour aider celles et ceux qui veulent agir à mettre en place des solutions. L'objectif de cette expérimentation, c'était vraiment de tirer des leçons du réel pour amplifier la mobilisation, changer d'échelle. Et depuis que cette expérimentation a été conduite, donc je le disais, il y a eu 450 salariés qui en ont bénéficié. Mais maintenant, Sodexo, qui a proposé une formation pour 50 salariés dans le cadre de cette expérimentation, propose cette année 2023 des formations pour 130 de leurs salariés et pour 24, 500 salariés comme objectif. Donc vous voyez que cette expérimentation constitue un effet de levier puissant et on travaille beaucoup maintenant avec les entreprises, puisque ces grosses entreprises, ces plus petites, témoignent aussi de ce qu'elles ont fait. On travaille en ce moment avec Stellantis, Peugeot, avec Renault, donc qui connaissent des transformations importantes aussi en termes d'évolution de compétences et des compétences de base, notamment celles liées à l'accès au numérique. L'électronisme est un levier puissant aussi qui amène les entreprises à se mobiliser contre l'illettrisme. Et donc, c'est le cas à Disneyland Paris, par exemple, qui a fait le constat que certains de ses salariés ne maîtrisaient pas les outils numériques. On travaille aussi avec la Fondation Cognac-G qui emploie beaucoup de personnel dans des hôpitaux privés, des centres d'éducation. Et donc, voilà, ces entreprises sont locomotives pour les autres. On est très heureux de pouvoir les accompagner. Et elles témoignent parce qu'elles témoignent et parce qu'elles ont avancé. On est en capacité maintenant de proposer des outils solides. Merci pour ce témoignage. À nouveau, sur l'image qui a été projetée, vous pouvez relever et noter le lien qui vous amènera vers un site pour avoir plus d'informations. Merci, Monsieur Fernandez. Je me tourne maintenant vers l'écran de contrôle puisque nous allons entendre le dernier témoignage. Nous partons pour un duplex avec Marseille où nous allons retrouver Monsieur Jacques Triponel, délégué régional Grand Est pour l'APEC. Monsieur Triponel, donc lors d'une discussion préalable à ce webinaire, vous m'avez déclaré que la compétence s'acquiert par la formation, mais pas que. C'est ce que je citais au cours de l'introduction. Mais pas que. Donc avec cette affirmation, vous évoquiez le fait que tout le processus de l'évolution professionnelle au travers un accompagnement multiple, ce sur quoi nous reviendrons juste après une courte vidéo introductive. On se retrouve dans quelques instants. Vous aimeriez vous former pour évoluer professionnellement? Vous avez un projet de reconversion et de création d'entreprise? Vous voulez mieux accompagner l'évolution de vos salariés? Alors, participez aux Semaines de l'évolution professionnelle du 9 au 20 octobre. Un événement 100% online, gratuit, facile et simple d'accès. Avec plus de 100 webinaires proposés, vous pourrez aborder plusieurs thématiques pour identifier les meilleures pistes d'évolution professionnelle, se former afin d'acquérir et développer de nouvelles compétences, découvrir des métiers d'avenir, mais aussi obtenir des informations sur la création d'entreprise. Et enfin, retrouver du sens au travail. Pour la 4e édition, de nouvelles thématiques vous seront également proposées. Vous allez découvrir comment évoluer professionnellement quand on est intérimaire, comment développer ses compétences quand on est entrepreneur ou indépendant, les grandes étapes clés de la vie professionnelle, des focus métiers, en quoi consiste une formation certifiante et bien d'autres sujets.
Les Semaines de l'évolution professionnelle, un événement co-organisé par les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle et leurs partenaires, avec le soutien du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Retrouvez le programme et inscrivez-vous sur notre site internet semaine-évolution-professionnelle.fr. Le Conseil en évolution professionnelle CEP est le service public gratuit et personnalisé d'accompagnement de toutes les transitions professionnelles ou en vie d'évolution. Nous nous retrouvons donc après cette courte vidéo qui, vous l'avez compris, était une vidéo consacrée à l'annonce et au lancement des Semaines de l'évolution professionnelle qui se sont déjà tenues. Nous reviendrons quand même sur cet événement dans un instant, mais tout d'abord, Monsieur Triponel, au cours de cette vidéo, on a évoqué le Conseil en évolution professionnelle. Pouvez-vous nous rappeler, en tout cas pour l'APEC, les enjeux du CEP? À sa création, il y avait un objectif. Pensez-vous qu'il soit atteint, ou en tous les cas, peut-on dire que le CEP est quelque chose de connu chez les Français? Eh bien, merci Monsieur Roussel et bonjour à tous. Effectivement, vous parlez du CEP en quelques mots qui est à la fois accélérateur et révélateur de compétences. Vous allez voir en quoi. Tout d'abord, le CEP, ça a été rappelé très rapidement, mais je crois qu'il faut peut-être en redire deux mots. C'est une possibilité offerte à chacun d'entre nous de pouvoir rencontrer un professionnel du conseil en évolution professionnelle et qui permet d'aborder plein de points qui sont liés à l'évolution professionnelle et à la vie en général. Ça s'adresse à tous, c'est valable de l'entrée à la sortie de la vie professionnelle, c'est gratuit, c'est sollicitable tout au long de la vie, donc c'est véritablement en termes de parcours qu'il faut entendre l'utilité du CEP. Alors, quelles sont les problématiques que le CEP entend embarquer ? Déjà dans un premier temps, il y a le phénomène quand on rentre dans la vie professionnelle, il se pose plein de questions. Il se pose plein de questions, à savoir comment est-ce qu'on passe du diplôme à l'emploi. Déjà, c'est très important d'arriver à faire ça. Où sont les offres? Est-ce que le marché de l'emploi est complètement visible ou est-ce qu'il y a une partie qui est cachée? Comment se manifester efficacement aux entreprises? Et donc, c'est vraiment la première démarche. Le CEP vise à éclairer déjà les premiers pas dans la vie professionnelle et c'est effectivement extrêmement important. Ça nous a permis d'ailleurs à l'APEC de constater que des questions qui venaient plus tard dans la vie professionnelle, notamment de réorientation ou de re-questionnement de sa vie dans l'entreprise, étaient parfois arrivées plus tôt. Ce qui arrivait il y a 10 ans ou 10 ans avant, il y a quelques années, arrive plutôt vers 5 ans désormais. Donc ça permet aussi de constater des évolutions d'usage en quelque sorte. Il y a bien sûr les problèmes de progression professionnelle. Est-ce que je change d'entreprise? Si je change comment? Est-ce que je reste dans l'entreprise? Auquel cas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans l'avenir? Est-ce que je me spécialise? Est-ce qu'au contraire, je vais vers le management? Est-ce que je fais les deux en même temps? Il est important, compte tenu de l'impact de ces questions, d'avoir des réponses très claires et qui puissent donner toute la réussite à ces projets. Il y a des moments de rupture dans la vie professionnelle, ça existe. Parfois, elles sont subies, parfois, elles sont souhaitées. En tout cas, ça met en cause de lourdes questions qu'il est important et vital de voir clair pour pouvoir avancer, évidemment, de manière confiante. Et puis, il y a le terme de la carrière qui existe aussi, bien sûr, qui approche et qui permet et qui nécessite souvent des choix à opérer et des choix qui entraînent des priorités qui peuvent s'imposer et comment faire que tout ça puisse correspondre, bien sûr, au terme de la carrière. Vous voyez que l'usage du CEP, il est très multiple, les enjeux qu'ils embarquent sont très diversifiés, mais en tout cas, ce qui est central dans tout ça, c'est évidemment les compétences et leur évolution. D'abord, les compétences que l'on a et qu'il faut faire progresser, remettre à jour. D'autres qui sont nécessaires, notamment quand on est en transition professionnelle, quand on se réoriente, quand on crée une entreprise, quand on veut partir à l'international, c'est aussi des choses qu'on embarque. Et donc, le recours à la formation est extrêmement fréquent dans le cadre du CEP, qui devient de ce fait accélérateur de compétences. De façon complémentaire, choisir une nouvelle période de sa vie professionnelle, sans forcément être aligné à la précédente, va reposer sur des compétences en devenir et nécessiter en fait le choix d'en acquérir davantage. Et donc, bien sûr, c'est le domaine de la formation, mais aussi de l'immersion professionnelle. On a parlé avec la FEST, on pourrait aussi parler de la PMSNP, qui parfois éclaire très bien les chemins également. Donc voilà, nous avons donc, je dirais, ces spécificités. Alors, comme la dimension de cet entretien d'aujourd'hui est internationale, j'ai essayé aussi de voir s'il y avait des équivalents en Europe. Eh ben, pas tant que ça.
Le hasard a voulu que j'ai travaillé avec quelqu'un qui était originaire de Slovaquie, qui a trouvé ça très intéressant et qui a provoqué une réunion avec le service public de son pays pour pouvoir évoquer l'idée de faire quelque chose qui pourrait s'inspirer de ce dispositif qui est le CEP. Merci, Monsieur Triponel. Une seconde question, peut-être avec une réponse rapide si possible. Au cours de cette vidéo d'introduction, on a évoqué, et en effet, il s'agissait de la vidéo de promotion des semaines de l'évolution professionnelle. C'est quoi exactement cet événement et pourquoi l'installer et avec qui? Alors, on a vu que le CEP s'impose comme véritablement déterminant pour progresser professionnellement, mais il se heurte à un vrai problème, c'est son déficit de notoriété. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui devraient être utilisateurs de ce service ne le connaissent pas, et donc passent à côté de quelque chose qui pourrait être fondamental pour structurer la suite. Constatant ça, nous avons, nous, à l'APEC, mais aussi avec nos partenaires, donc le réseau EVA qui regroupe les CIBC, mais aussi le groupe Évolution Professionnelle avec Catalyst Ingari et aussi nos amis d'Antea, on s'est posé la question de comment pourrait-on porter cette notoriété. Et donc, on a mis sur les fonds baptismaux les semaines de l'évolution professionnelle. Alors, les semaines de l'évolution professionnelle, c'est un dispositif qui est de proposer à tout public, mais pas que, aux entreprises aussi, une centaine de webinaires qui permettent comme ça d'aborder tous les éléments liés au CEP. Alors, les semaines viennent de se terminer vendredi de la semaine dernière. On a déjà les premiers retours. Il y a eu 16 000 personnes connectées à l'événement, qui en fait un événement évidemment majeur de la situation. Alors, bien évidemment, la question évidemment de ces webinaires, c'est de répondre fondamentalement à la question à quoi ça me sert, moi, internaute connecté, de me connecter sur le webinaire. C'est que je dois partir avec des éléments matériels, des éléments qui sont des éléments pratiques qui me permettent de rebondir de façon importante à ce sujet. Et donc la progression de l'auditorat, permet de dire que c'est une situation qui a été, à mon avis, tout à fait un succès. Voilà, donc je sais que le temps arrive à son terme, donc je vous renvoie bien sûr vers le site qui était d'ailleurs en incrustation dans la petite vidéo, à savoir semaine au pluriel-évolution-professionnel.fr. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Monsieur Triponel pour ce témoignage. On approche en effet à la fin de ce webinaire. Quelques questions avant un mot de conclusion. Une première question pour vous. La FEST aboutit-elle à une qualification ou à une certification ? Alors aujourd'hui, non, la FEST n'aboutit pas à une certification. Néanmoins, on réfléchit bien sûr à pouvoir faire correspondre les parcours de formation dans le cadre de la FEST à des référentiels qui, eux, déboucheraient sur des certifications. Donc c'est un projet en cours, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci. Une autre question pour vous, Monsieur Gâteau, Madame de Brunoff. En effet, il semblerait que plusieurs questions ou plusieurs remarques demandent de repréciser les conditions pour labelliser un événement, une action. Que faut-il faire? Est-ce simple en fait? C'est extrêmement simple. Il faut aller sur le site année européenne, le site européen, année européenne des compétences, European Year of Skills, et suivre la démarche d'inscription qu'ils prescrivent. Si on a du mal à retrouver ce lien, on peut aller sur le site du ministère du Travail qui, lui, vous conduit sur ce lien. Et s'il y a encore des difficultés, vous nous écrivez à l'adresse générique qui est mentionnée sur le site du ministère du Travail. Voilà. Et c'est gratuit. Précisons-le. L'inscription est gratuite, en effet. Comme j'ai pu l'indiquer lors du premier webinaire, c'est en effet une procédure très simple, en se connectant tout simplement sur le site de la Commission européenne. Il suffit de répondre à quelques questions, l'événement ou l'action est enregistré et vous recevez ensuite, dans les quelques jours qui suivent, voire de semaines, une réponse qui va caractériser ce label et vous autoriser à utiliser le logo de l'année européenne. Un dernier mot de conclusion, monsieur? Oui, on a vu là 3 témoignages de choses très concrètes qui se font. On aurait pu en mettre 30, on aurait pu en mettre 300. C'est ça qui est formidable. Je crois qu'il y a une leçon à tirer, c'est que finalement tous les publics sont concernés et doivent être concernés et intéressés par cet enjeu des compétences. On a parlé de l'illettrisme, on a parlé de l'évolution professionnelle des cadres, on a parlé d'opérateurs et de
dans une entreprise industrielle. Donc on a finalement l'ensemble des actifs finalement qui doivent, et des citoyens européens et français qui doivent se considérer comme concernés par cette année européenne. Merci à vous. Je remercie l'ensemble des intervenants et bien entendu Monsieur Gâteau et Madame de Brunoff pour m'avoir accompagné durant toute cette heure. Je ne doute pas que d'autres webinaires vous seront proposés sur la thématique de l'année européenne des compétences. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain webinaire.